Chapitre 5. La fin de l'aveugle. Ma curiosité, du reste, l'emporta sur ma peur. Je me sentis incapable de rester dans ma cachette et, rampant à reculons, regagnai la berge. De là, dissimulé derrière une touffe de genêts, j'avais vu sur la route, jusque devant notre porte. À peine étais-je installé que mes ennemis arrivèrent au nombre de 7 ou 8 en une course rapide et désordonnée. L'homme à la lanterne les précédait de quelques pas. 3 couraient de front, se tenant par la main, et au milieu de ce trio je devinai, malgré le brouillard, le mendiant aveugle. Un instant plus tard, sa voix me prouvait que je ne me trompais pas. « Enfoncez la porte !» cria-t-il. « On y va, monsieur !» répondirent 2 ou 3 des sacripants, qui s'élancèrent vers l'amiral Benbow, suivi du porteur de lanterne. Je les vis alors faire halte et les entendis converser à mi-voix, comme s'ils étaient surpris de trouver la porte ouverte. Mais la halte fut brève, car l'aveugle se remit à lancer des ordres. Il élevait et grossissait le ton, brûlant d'impatience et de rage. « Entrez, entrez donc !» cria-t-il en les injuriant pour leur lenteur. 4 ou 5 d'entre eux obéirent, tandis que 2 autres restaient sur la route avec le redoutable mendiant. Il y eut un silence, puis un cri de surprise, et une exclamation jaillit de l'intérieur. « Bill est mort !» Mais l'aveugle maudit à nouveau leur lenteur. Il hurla « Que l'un de vous le fouille, tas de fainéants, et que les autres montent chercher le coffre. » Je les entendis se ruer dans notre vieil escalier avec une violence à ébranler toute la maison. Presque aussitôt de nouveaux cris d'étonnement s'élevèrent. La fenêtre de la chambre du capitaine s'ouvrit avec fracas dans un cliquetis de carreaux cassés, et un homme apparut dans le clair de lune, la tête penchée, et d'en haut interpella l'aveugle sur la route. « Bouh !» cria-t-il. « On nous a devancés. Quelqu'un a retourné le coffre de fond en comble. »« Est-ce que la chose y est ?» rugit Bouh. « Oui, l'argent y est. Mais l'aveugle envoya l'argent au diable. Le paquet de Flint, je veux dire. Nous ne le trouvons nulle part, répliqua l'individu. Et ceux d'en bas, il est sur Bill, cria de nouveau l'aveugle. Là-dessus, un autre personnage, probablement celui qui était resté en bas, à fouiller le cadavre du capitaine, parut sur le seuil de l'auberge. Bill a déjà été fouillé, ses poches sont vides. Ce sont ces gens de l'auberge, c'est ce gamin. Que ne lui ai-je arraché les yeux, cria l'aveugle. Ils étaient ici il n'y a qu'un instant. La porte était verrouillée quand j'ai essayé d'entrer. Cherchez partout, garçon, et trouvez-les-moi. C'est juste, à preuve qu'ils ont laissé leur camoufle ici, cria l'homme de la fenêtre. Grouillez donc, chabardez la maison, mais trouvez-les-moi, réitéra Bouh, en battant la route de sa canne. Alors, du haut en bas de notre vieille auberge, il se fit un grand tohu-bohu, de lourdes semelles courant çà et là, de meubles renversés et de portes enfoncées, à réveiller tous les échos du voisinage. Puis nos individus reparurent l'un après l'autre sur la route, déclarant que nous étions introuvables. Mais à cet instant, le même sifflet qui nous avait inquiétés, ma mère et moi, alors que nous étions à compter l'argent du défunt capitaine, retentit dans la nuit, répété par 2 fois. J'avais cru d'abord que c'était là un signal de l'aveugle pour lancer ses troupes à l'assaut, mais je compris cette fois que le son provenait de la hauteur vers le hameau, et à en juger par son effet sur les flibustiers, il les avertissait de l'approche du péril. « C'est encore Dirk, dit l'un. 2 coups, les gars, il s'agit de décaniller. »« De décaniller Capon, s'écria Bouh. Dirk n'a jamais été qu'un lâche imbécile, ne vous occupez pas de lui. Ils doivent être tout près, impossible qu'ils soient loin. Vous les avez à portée de la main, grouillez et cherchez après, tas de salauds. Le diable est mon âme, ah, si j'y voyais. » Cette harangue ne resta pas sans effet. 2 des coquins se mirent à chercher çà et là parmi le saccage, mais plutôt à contre-cœur et sans cesser de penser à la menace du danger. Les autres restèrent sur la route, irrésolus. Vous avez sous la main des 1000 et des 1000 tas d'idiots, et vous hésitez. Vous serez riches comme des rois si vous trouvez l'objet. Vous savez qu'il est ici, et vous tirez au flanc. Pas un de vous n'eût osé affronter Bill, et je l'ai affronté, moi, un aveugle. Et je perdrai ma chance à cause de vous. Je ne serai qu'un pauvre abject, mendiant un verre de rhum, alors que je pourrais rouler carrosse. Si vous aviez seulement le courage d'un cancrelat qui ronge un biscuit, vous les auriez déjà empoignés. Au diable, Bouh, grommela l'un, nous tenons les doublons. Ils auront caché ce sacré machin, dit un autre. Prends-les, Georges, Bouh, et ne reste pas ici aveuglé. C'était le cas de le dire, tant la colère de Bouh s'exaltait devant ces objections.
s'emparer de l'arme et alla lui arracher, agoniser leur tirant d'injures et d'atroces menaces. Cette rixe fut notre salut. Elle durait toujours lorsqu'un autre bruit se fit entendre qui provenait de la hauteur du côté du hameau. Un bruit de chevaux lancés au galop. Presque en même temps, l'éclair et la détonation d'un coup de pistolet jaillirent d'une haie. C'était là évidemment le signal du sauve-qui-peut, car les flibustiers prirent la fuite aussitôt et s'encoururent chacun de son côté, si bien qu'en une demi-minute, ils avaient tous disparu, sauf Pou. L'avait-il abandonné dans les mois de leur panique, ou bien pour se venger de ses injures et de ses coups? Je l'ignore. Le fait est qu'il demeura seul, affolé, tapotant au hasard sur la route, cherchant et appelant ses camarades. Finalement, il prit la mauvaise direction et courut vers le hameau. Il me dépassa de quelques pas, tout en appelant Johnny, Chien Noir, Turk et d'autres noms. Vous n'allez pas abandonner votre vieux Pou. Camarade, pas votre vieux Pou. À cet instant, la cavalcade débouchait sur la hauteur et l'on vit au clair de la lune 4 ou 5 cavaliers dévaler la pente au triple galop. Pou comprit son erreur. Avec un grand cri, il se détourna et courut droit au fossé, dans lequel il s'abattit. Il se remit sur pied en une seconde et s'élança de nouveau, totalement affolé, en plein sous les sabots du cheval le plus proche. Le cavalier tenta de l'éviter, mais ce fut en vain. Avec un hurlement qui résonna dans la nuit, Pou tomba, et les 4 fers le heurtèrent et le martelèrent au passage. Il roula de côté, puis s'affaissa mollement, la face contre terre, et ne bougea plus. Je bondis en hélant les cavaliers. Ils s'étaient arrêtés au plus vite, horrifiés de l'accident. Je les reconnus bientôt. L'un qui suivait les autres à distance était ce gars du hameau qui avait couru chez le docteur Livesey. Les autres étaient des officiers de la douane qu'il avait rencontrés sur son chemin et qu'il avait eu le bon esprit de ramener aussitôt. Les bruits concernant le chasse-marée de la cale de Kit étaient parvenus aux oreilles de l'inspecteur Dance et l'avaient amené ce soir-là de notre côté. C'est à ce hasard que ma mère et moi nous dûmes d'échapper au trépas. Pou était mort, et bien mort. Quant à ma mère, une fois transportée au hameau, quelques gouttes d'eau froide et des sels eurent vite fait de la ranimer. Cependant, l'inspecteur galopait à toute vitesse jusqu'à la cale de Kit. Mais ces hommes durent mettre pied à terre et descendre le ravin à tâtons, emmenant leurs chevaux et parfois les soutenant. Le tout dans la crainte d'une surprise. Aussi, quand ils atteignirent la cale, le chasse-marée avait déjà pris la mer. Comme il était encore tout proche, l'inspecteur le héla. Une voix lui répondit qu'il eût à se garer du clair de lune s'il ne voulait recevoir du plomb. En même temps, une balle siffla, lui raflant le bras. Peu après, le chasse-marée doubla la pointe et disparut. Monsieur Dance resta là, selon son expression, comme un poisson hors de l'eau, et il dut se contenter de dépêcher un homme pour avertir le contre de la douane. Il ajouta, c'est d'ailleurs bien inutile, ils ont filé pour de bon, et la chose est réglée. À part cela, je me félicite d'avoir marché sur les corps à Monsieur Pou, car à ce moment, il avait ouï mon récit. Je m'en retournai avec lui à l'amiral Benbow. On ne peut imaginer l'état de saccage où se trouvait la maison. Dans leur chasse frénétique, ces gredins avaient jeté bas jusqu'à l'horloge, et bien qu'ils n'eussent rien emporté de la bourse du capitaine et la monnaie du comptoir, je vis d'un coup d'œil que nous étions ruinés. Monsieur Dance, lui, ne comprenait rien au spectacle. Ils ont trouvé l'argent, dites-vous, Hawkins. Alors que diantre cherchait-il? D'autre argent, je suppose. Non, monsieur, je ne le pense pas, répliquai-je. Au fait, monsieur, je crois avoir l'objet dans ma poche, et à vrai dire, j'aimerais le mettre en sûreté. Bien entendu, mon petit, c'est trop juste. Je vais le prendre si vous voulez. Je songeais que peut-être le docteur Livesey, commençai-je. Parfaitement juste, approuva-t-il. Parfaitement. C'est un galant homme et un magistrat. Et maintenant que j'y pense, je ferais bien d'aller de ce côté moi aussi, pour rendre compte à lui ou au chevalier. Maître Pou est mort, après tout. Non pas que je le regrette, mais il est mort, voyez-vous. Et les gens ne demanderaient pas mieux que de se servir de cela contre un officier des douanes de Sa Majesté. Or donc, Hawkins, si vous voulez, je vous emmène. Je le remerciai cordialement de son offre, et nous regagnâmes le hameau, où se trouvaient les chevaux. Le temps d'aviser ma mère, et toute la troupe était en selle. « Dogger, dit M. Dance à l'un de ses compagnons, vous avez un bon cheval, prenez ce garçon en groupe. » Dès que je fus installé, me tenant au ceinturon de Dogger, l'inspecteur donna le signal du départ, et l'on se mit en route au grand trot vers la demeure du docteur Livesey.
Chapitre 6. Les papiers du capitaine. Nous allâmes bon train jusqu'à la porte du docteur Livesey, où l'on fit halte. La façade de la maison était plongée dans l'obscurité. M. Dance m'ordonna de sauter à bas et d'aller frapper, et Dogger me prêta son étrier pour descendre. La porte s'ouvrit aussitôt et une servante parut. « Est-ce que le docteur Livesey est chez lui ?» demandai-je. Elle me répondit négativement. Il était rentré dans l'après-midi, mais était ressorti pour dîner au château et passer la soirée avec le chevalier. « Eh bien, garçon, allons-y, dit M. Dance. Cette fois, comme la distance était brève, je restai à pied et courus auprès de Dogger en me tenant à la courroie de son étrier. On passa la grille et on remonta l'avenue aux arbres dépouillés, entre de vastes et vénérables jardins dont le château, tout blanc sous le clair de lune, fermait la perspective. Arrivé là, M. Dance mit pied à terre et fut au premier mot introduit dans la maison où je l'accompagnais. Nous suivîmes le valet au long d'un corridor tapissé de notes et pénétrâmes enfin dans une bibliothèque spacieuse aux multiples rayons chargés de livres et surmontés de bustes, où le chevalier et le docteur Livesey fumaient leurs pipes, assis aux deux côtés d'un feu ronflant. Je n'avais jamais vu le chevalier d'aussi près. C'était un homme de haute taille, dépassant 6 pieds, et de carrure proportionnée, à la mine fière et brusque, au visage tanné, coupe rosée et ridée par ses longues pérégrinations. Ses sourcils très noirs et très mobiles lui donnaient un air non pas méchant à vrai dire, mais plutôt vif et hautain. « Entrez, monsieur Dance, dit-il avec une majesté familière. « Bonsoir, Dance, fit le docteur avec un signe de tête, et bonsoir aussi, ami Jim. Quel bon vent vous amène ?» L'inspecteur, dans une attitude militaire, débita son histoire comme une leçon, et il fallait voir les deux messieurs avancer leur tête et s'entre-regarder, si surpris et attentifs qu'ils en oubliaient de fumer. Lorsque le narrateur leur conta le retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesey se donna une claque sur la cuisse, et le chevalier cria « Bravo !» en cassant sa longue pipe contre la grille du foyer. Bien avant la fin du récit, M. Trelawney, tel était, on s'en souviendra, le nom du chevalier, s'était levé de sa chaise et arpentait la pièce. Le docteur, comme pour mieux entendre, avait retiré sa perruque poudrée, ce qui lui donnait, avec son crâne aux cheveux noirs et tondu ras, l'aspect le plus singulier. Son récit terminé, M. Dance se tut. Monsieur Dance, lui dit le chevalier, vous avez un très digne compagnon, pour le fait d'avoir passé sur le corps de ce sinistre et infâme gredin. C'est à mon sens une œuvre pie, monsieur, comme c'en est une d'écraser un cafard. Notre petit Hawkins est un brave, à ce que je vois. Hawkins, voulez-vous sonner? Monsieur Dance boira bien un verre de bière. Ainsi donc, Jim, interrogea le docteur, vous avez l'objet qu'il cherchait, n'est-ce pas? Le voici, monsieur. Et je lui remis le paquet de toile cirée. Le docteur l'examina en tous sens. Visiblement, les doigts lui démangeaient de l'ouvrir, mais il s'en abstint et le glissa tranquillement dans la poche de son habit. Chevalier, dit-il, quand Dance aura bu sa bière, il va, comme de juste, reprendre le service de sa majesté. Mais j'ai l'intention de garder Jim Hawkins. Il passera la nuit chez moi. En attendant, il faut qu'il soupe. Et avec votre permission, je propose de lui faire monter un peu de pâté froid. Bien volontiers, Livesey, répliqua le chevalier. Mais Hawkins a mérité mieux que du pâté froid. En conséquence, un copieux ragoût de pigeon me fut servi sur une petite table et je mangeai avec appétit, car j'avais une faim de loup. Monsieur Dance, comblé de nouvelles félicitations, se retira enfin. Et maintenant, chevalier, dit le docteur. Et maintenant, Livesey, dit le chevalier, juste en même temps. Chacun son tour, pas tous à la fois, plaisanta le docteur Livesey. Vous avez entendu parler de ce Flint, je suppose. Si j'ai entendu parler de lui, s'exclama le chevalier, vous osez le demander. C'était le plus atroce forban qui ait jamais navigué. Comparé à Flint, Barbe-Bleue n'était qu'un enfant. Les Espagnols avaient de lui une peur si excessive que je vous le déclare, monsieur, il m'arrivait parfois d'être fier qu'il fût anglais. J'ai vu de mes yeux paraître ses huniers au large de l'île Trinité, et le lâche fils d'Ivrognès qui commandait notre navire s'est enfui, oui monsieur, s'est enfui et réfugié dans Port d'Espagne. Eh bien, moi aussi j'ai entendu parler de lui, en Angleterre, reprit le docteur. Mais ce n'est pas la question. Dites-moi, possédait-il de l'argent? S'il possédait de l'argent, vous n'avez donc pas écouté l'histoire. Que cherchaient ces canailles sinon de l'argent? De quoi s'inquiètent-ils sinon d'argent? Pourquoi risqueraient-ils leur peau infâme sinon pour de l'argent?
ce trésor dut sa recherche me prendre 1 an. Parfait, alors donc, si Jimmy consent, nous ouvrirons le paquet. Et il le déposa devant lui sur la table. Le paquet était cousu, ce qui força le docteur à prendre dans sa trousse ses ciseaux chirurgicaux pour faire sauter les points et dégager son contenu, à savoir un cahier et un pli scellé. Voyons d'abord le cahier, dit le docteur. Celui-ci m'avait appelé auprès de lui, mon repas terminé, pour me faire participer au plaisir des recherches. Nous nous penchâmes donc, le chevalier et moi, par-dessus son épaule tandis qu'il ouvrait le document. On ne voyait sur sa première page que quelques spécimens d'écriture, comme on en trace la plume à la main, par désœuvrement ou pour s'exercer. J'ai retrouvé le texte du tatouage. Billy Bones s'en fiche, et aussi M.W. Bones, premier officier. Il l'a eu au large de Palm Cay, et d'autres bribes, principalement des mots isolés et dépourvus de signification. Je me demandais qui l'avait eu, et ce qu'il avait eu. Un coup de poignard dans le dos, apparemment. Cela ne nous apprend pas quelque chose, dit le docteur Livesey en tournant le feuillet. Les 10 ou 12 pages suivantes étaient remplies par une singulière liste de recettes, une date figurait à un bout de la ligne, et à l'autre bout la mention d'une somme d'argent, comme dans tous les livres de comptabilité. Mais entre les deux mentions, il n'y avait en guise de texte explicatif que des croix en nombre variable. Ainsi, le 12 juin 1745, une somme de 70 livres était nettement portée au crédit de quelqu'un, et 6 croix remplaçaient la désignation du motif. Par endroits, un nom de lieu s'y ajoutait, comme au large de Caracas, ou bien une simple citation de latitude et longitude. Les relevés s'étendaient sur une vingtaine d'années. Les chiffres des recettes successives s'accroissaient à mesure que le temps s'écoulait, et à la fin, après 5 ou 6 additions fautives, on avait fait le total général avec ces mots en regard. Pour Bones, sa pelote. Je n'y comprends rien, cela n'a ni queue ni tête, dit le docteur. C'est pourtant clair comme le jour, s'écria le chevalier. Nous avons ici le livre de compte de ce noir scélérat. Ces croix représentent des vaisseaux coulés ou des vies pillées. Les sommes sont la part du bandit, et pour éviter tout équivoque, il ajoutait au besoin quelque chose de plus précis. Tenez, au large de Caracas, il s'agit d'un infortuné navire capturé dans ces parages. Dieu ait pitié des pauvres gens qui le montaient. Ils sont réduits en corail depuis longtemps. Exact, s'écria le docteur. Voilà ce que c'est d'être un voyageur, exact. Et tenez, plus il monte en grade, plus les sommes s'élèvent. En dehors de cela, le cahier ne contenait plus guère que les positions de quelques lieux notées sur des pages libres de la fin, et une table d'équivalence pour les monnaies françaises, anglaises et espagnoles. Quel homme soigneux, s'écria le docteur. Ce n'est pas lui qu'on aurait roulé. Et maintenant, reprit le chevalier, à l'autre. Le papier avait été scellé en divers endroits, avec un dé en guise de cachet. Le dé même, qui s'est trouvé par moi dans la poche du capitaine. Le docteur brisa avec précaution les sceaux de l'enveloppe, et il s'en échappa la carte du Nil, où figuraient latitude et longitude, profondeur, nom des montagnes, baie et passe, bref, tous les détails nécessaires à un navigateur pour trouver sur ses côtes un mouillage sûr, d'environ 9 miles de long sur 5 de large, et figurant à peu près un lourd dragon dressé. Elle offrait 2 havres bien abrités, et, vers son centre, un mont dénommé la Longue Vue. Il y avait quelques annotations d'une date postérieure, en particulier 3 croix à l'encre rouge, dont 2 sur la partie nord de l'île et une au sud-ouest, plus à côté de cette dernière, de la même encre rouge et d'une petite écriture soignée, sans nul rapport avec les caractères hésitants du capitaine. Ces mots, ici le principal du trésor. Au verso, la même main avait tracé ses instructions complémentaires. Grand arbre, contrefort de la Longue Vue, point de direction nord-nord-est quart nord. Île du squelette, est-sud-est quart est. 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cage nord. Elles se trouvent dans la direction du mamelon et à 10 brasses au sud du rocher noir qui lui fait face. On trouvera sans peine les armes dans la dune de sable à l'extrémité nord du cap de la baie Nord, direction est quart nord, signé J.F. Rien d'autre, mais tout laconique qu'il était,
document remplit de joie le chevalier et le docteur Livesey. Livesey, dit le chevalier, vous allez nous lâcher tout de suite votre stupide clientèle. Demain, je pars pour Bristol. En 3 semaines, que dis-je 3 semaines, 15 jours, 8 jours. Nous aurons, monsieur, le meilleur bateau d'Angleterre et la fleur des équipages. Hawkins nous accompagnera comme garçon de cabine. Vous ferez un excellent garçon de cabine, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes le médecin de bord. Moi, je suis l'amiral. Nous amènerons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons de bons vents, une traversée rapide, pas la moindre difficulté à trouver l'endroit, et de l'argent à gogo, à remuer à la pelle, à faire des ricochets avec pour le restant de nos jours. Trelawney, répliqua le docteur, j'irai avec vous, et je vous garantis que Jim en fera autant. Il ne rechignera pas à la besogne. Il n'y a qu'un seul homme qui m'inspire des craintes. Qui donc, monsieur? Nommez-moi ce coquin. C'est vous, riposta le docteur, car vous ne savez pas vous taire. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce document. Ces individus qui ont attaqué l'auberge cette nuit